Bienvenue à tous, nous sommes le 6 avril 2010. Vous êtes sur What on Earth is Happening et je m'appelle Marc Passio, votre animateur. J'ai quelques points à aborder avant de commencer notre sujet ce soir. D'abord, je vais vous communiquer les sites internet. Mon site, c'est whatonearthishappening.com. Et celui du réseau, revolutionbroadcasting.com. L'émission est en direct chaque mardi de 20h à 22h. Sur mon site whatonearthishappening.com. Vous pouvez aussi écouter l'émission sur Revolution Broadcasting le mardi de 20h à 21h. Le jeudi de 20h à 21h, Revolution Broadcasting diffuse la deuxième partie. Il y a eu un peu de confusion chez certains d'entre vous sur la façon dont l'émission a été diffusée sur Revolution Broadcasting la semaine dernière. J'espère que c'est plus clair maintenant. Toute l'émission, soit 2 heures, est disponible en direct sur mon site whatonearthishappening.com. Voici le numéro pour appeler ce soir. J'espère recevoir vos appels ce soir. Le numéro pour appeler est le 347-884-9417. Vous pouvez s'appeler quand vous voulez, mais pensez à rester en ligne. Je ferai de mon mieux pour prendre vos appels. J'ai eu quelques soucis avec ça la semaine dernière, mais normalement, tout est rentré dans l'ordre, côté technique, et il ne devrait plus y avoir de soucis ce soir. Je rappelle le numéro 347-884-9417. Je voudrais commencer par quelques annonces. Voilà comment je vais débuter la soirée. Je vais vous parler de 2 événements qui arrivent bientôt à Philadelphie. Si vous êtes à Philadelphie, ce sont 2 événements très importants. J'espère que vous viendrez nombreux. Le premier, c'est une projection gratuite de documentaire à l'Ethical Society Building, au 1906 South Rittenhouse Square à Philadelphie. C'est le lundi 19 avril. Lundi 19 avril, à 19h, à l'Ethical Society Building. Projection gratuite d'un documentaire. Documentaire projeté gratuitement. Projection gratuite du film America Freedom to Fascism d'Aaron Russo. Lundi 19 avril 2010, au Ethical Society Building. À 19h, événement organisé par Truth, Freedom, Prosperity. Beaucoup de personnes dans la région de Philadelphie qui participent au mouvement pour la liberté seront là. Alors, mobilisons un maximum de monde pour cet événement. Je vais lire le résumé du film. Ce film propose une quête sincère de la vérité sur la Réserve fédérale et la légalité du système fiscal américain. Au fil d'entretiens menés avec des spécialistes reconnus, le réalisateur révèle comment le gouvernement fédéral et les banquiers ont trompé les Américains en prélevant une partie de leurs revenus pour enrichir les plus grandes fortunes. Le réalisateur va jusqu'à interviewer l'un des principaux architectes du Code fiscal américain, et vous êtes libre de vous faire votre propre opinion sur ce système. Ce documentaire ne se base pas sur des opinions, des spéculations, ni sur des commentaires éditoriaux. C'est un documentaire engagé. Le but est d'apprendre à chaque salarié ce qu'est la Banque de réserve fédérale et l'IRS, comment tout a commencé et où va l'argent. C'est vraiment bien fait. Vous allez rire, vous allez être en colère, mais surtout, vous aurez envie d'agir. Cet événement est organisé par Truth, Freedom, Prosperity. Lundi 19 avril à 19h, au Ethical Society Building, 1906 South Rittenhouse Square à Philadelphie. Faites passer le mot autour de vous et venez avec un maximum de personnes. Plus d'infos sur truthfreedomprosperity.org. Je répète, truthfreedomprosperity.org. Le prochain événement auquel je souhaite assister, c'est un autre événement bientôt à Philadelphie. Et c'est un événement très important.
C'est le rassemblement officiel mettre fin à la Fed. À Philadelphie. Ça se passera le 24 avril. De 10h à 15h. Et ce sera à l'hôtel de ville. À Philadelphie, 1500 Market Street, côté ouest. Je vais lire une courte présentation que j'ai envoyée à ma liste plus tôt cette semaine. La marche et le concert End the Fed à Philadelphie le 24 avril 2010, de 10h à 15h, à l'hôtel de ville, côté ouest. 1500 Market Street, Philadelphie. Si vous n'avez toujours pas compris à quel point le système de la Réserve fédérale est lié à la perte de nos libertés fondamentales, alors vous n'avez vraiment rien retenu. Ou bien vous avez choisi de l'ignorer par apathie, paresse, ou lâcheté, ou tout à la fois. Les mots ne suffisent pas. Si la liberté est importante pour vous et pour les générations futures, agissez et venez nous soutenir lors de cet événement. Engagez-vous dès maintenant. Le mouvement End the Fed est aujourd'hui l'une des actions les plus importantes dans le mouvement pour la liberté. Participez, informez-vous sur la Réserve fédérale. Rendez-vous sur End the Fed. Cet événement propose un rassemblement en plein air avec repas et animation. Des orateurs seront présents. Des musiciens joueront aussi. Michael Badnarek viendra s'exprimer. C'est toujours inspirant de l'entendre. Jordan Page partagera sa musique engagée pour la liberté. Ça promet d'être un super moment. On espère que vous serez nombreux à venir. On veut vraiment faire grandir le mouvement mettre fin à la Fed et sensibiliser le public qui ne connaît pas encore bien. Basé sur la réserve fractionnaire, au fonctionnement du système d'endettement bancaire, ici dans le pays. Si vous êtes près de Philadelphie, venez à ces événements. Taps autour de vous. Voilà pour les annonces. Je rappelle le numéro 347-884-CAF17. Je vais maintenant faire un court rappel de ce qui a été vu la semaine dernière. Avant de passer au sujet de ce soir. La semaine dernière, on a commencé à aborder ce qu'est la vérité. On a discuté de la qualité de nos vies et de ce qui l'influence vraiment en fonction de notre capacité à nous accorder avec la réalité. En observant la réalité et en agissant efficacement. Se mettre en accord avec la vérité. Notre vie s'améliorera si on agit ainsi. Si on ne le fait pas et qu'on s'éloigne de la vérité, notre vie se dégrade et on souffre davantage. C'est simplement comme ça que fonctionne la loi naturelle. On a parlé de comment résoudre les problèmes. Si on veut vraiment résoudre un problème, il faut comprendre la nature du problème et ce qui en sont les causes. Sans information précise, ni suffisamment d'éléments sur l'origine des problèmes, on sera incapable de les résoudre. Alors il faut affronter ce côté obscur. Nous devons voir ces vérités dérangeantes sur ce qui provoque vraiment et engendre les problèmes qui nous touchent. Il faut les regarder en face et comprendre vraiment la nature des causes, des problèmes que nous vivons, si on veut vraiment les résoudre. On a aussi dit qu'il n'y a en fait que deux raisons pour lesquelles on souffre. On souffre parce qu'on accepte des choses qui sont tout simplement fausses et parce qu'on refuse d'accepter ce qui est vrai. Donc savoir faire la différence entre le vrai et le faux est essentiel pour l'humanité et notre façon de vivre et la qualité de notre existence. On a aussi abordé les grands principes de base, les axiomes. Un axiome, les principes fondamentaux auxquels les gens tiennent dans leur vie, qu'ils ne veulent pas lâcher. Ils s'y accrochent. Un axiome, c'est une proposition ou une croyance tenue pour établie.
acceptée et évidente par tous. Les gens pensent simplement que, voilà, c'est comme ça. Malheureusement, les principes fondamentaux de la plupart des gens sont très éloignés de la véritable nature de la réalité et de l'expérience authentique que l'on vit réellement sur cette planète. Nous avons l'importance de la connaissance de soi. Il faut réaliser que nous sommes le reflet de l'ensemble. Nous sommes le reflet du tout, de l'univers en personne. Connaître vraiment qui l'on est, c'est comprendre l'univers. Nous sommes une partie holographique, intégrale de la création. Pour sortir du chaos où l'humanité se trouve, il faut apprendre à se connaître et comprendre la conscience humaine. Comprendre comment la conscience se manifeste, comment elle peut trouver équilibre et harmonie, mais aussi comment elle peut être déséquilibrée ou manipulée. Donc pour cela, la première étape, la semaine dernière, j'ai commencé à expliquer le fonctionnement du cerveau humain. Comprendre le cerveau est essentiel pour comprendre la conscience humaine. Nous allons donc conclure ce sujet cette semaine. Je vais détailler les différentes parties du cerveau et plus précisément de ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'il est déséquilibré. Un autre point qu'on a abordé et sur lequel on s'est vraiment attardé la semaine dernière, que j'appelle le plus grand mensonge. Cette idéologie, c'est le solipsisme. Ça s'appelle solipsisme. Solipsisme, c'est une idéologie qui affirme que la vérité n'existe pas. On ne peut pas connaître la vérité, ni la transmettre aux autres. C'est le plus grand mensonge. Après avoir parlé du cerveau, de son fonctionnement et de ses déséquilibres, je reparlerai du solipsisme. Et on pourra en discuter ensemble. Parce que je veux que les gens comprennent cette idéologie, sans doute la plus dangereuse qui existe, ce que j'appelle le plus grand mensonge, le solipsisme, qui entraîne d'autres idéologies quand on croit à ce mensonge. Si on tombe dans ce grand mensonge, toutes les autres idéologies auxquelles ça mène forcément, on va sourd. Mais je vois qu'on a un appel, je vais tenter de décrocher, on va voir ce que ça donne. C'est parti, premier intervenant, vous êtes en direct dans What on Earth is Happening. Allô, vous m'entendez? Salut, c'est Marc qui vous a passé? Oui, ça va? Marc, j'ai attendu plus longtemps que pour une émission complète de Rush Limbaugh, juste pour intervenir ici. Ah ouais, j'ai appelé Rush Limbaugh. Il me met à l'antenne plus vite que toi ici. T'as quelque chose à dire? Marc, ça va? Salut, ça va? Et un autre présentateur ne va quand même pas te piéger, non? Bob? Enfin, qui que ce soit, il est toujours en ligne? Non, il a raccroché. Si quelqu'un veut appeler et discuter sérieusement de ces sujets, appelez-moi au 347-884 en 7. Je vais reparler du cerveau humain. Et expliquer comment il est structuré et comment il fonctionne. Il peut se déséquilibrer si on adopte certains modes de conscience, comme on l'a vu la semaine dernière. Le cerveau humain est composé de 3 parties. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique, et le cerveau humain, le cerveau reptilien, et aussi appelé le complexe R. C'est la partie qu'on appelle le tronc cérébral. Il contrôle les mouvements. Il détermine aussi notre instinct de survie.
Il provoque aussi ce qu'on appelle la réaction de fuite ou de combat. Décider quand on fait face à un danger vital, de se battre ou de fuir. C'est la réaction de stress. C'est la partie du cerveau qui gère ce stress. Au-dessus, il y a le cerveau des mammifères, qui permet de ressentir des émotions. On l'appelle aussi le cerveau limbique. C'est ce qu'on appelle le système limbique. Sans le système limbique, on ne pourrait pas ressentir d'émotions. Et il y a enfin la partie du cerveau qui nous rend vraiment humains. C'est ce qu'on appelle le cerveau humain, le néocortex. Il est responsable des fonctions intellectuelles et des formes de pensée les plus avancées, comme la pensée conceptuelle. Avoir la capacité d'aller plus loin, d'expérimenter, la raison, la compassion, la logique, la créativité ou le langage, la science, l'art, la musique, tout ce qui nous distingue vraiment des animaux et fait de nous des êtres humains. C'est ça le cerveau humain. Si on examine le néocortex de plus près, on découvre qu'il possède deux moitiés, deux hémisphères. Un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Il est symétrique, c'est-à-dire si on le coupe parfaitement en deux. Les deux côtés sont identiques, mais il y a un côté gauche et un côté droit. Le côté gauche remplit certaines fonctions et apporte des caractéristiques propres à la pensée humaine et au comportement humain. Les fonctions du cerveau gauche s'apparentent à la part masculine du cerveau. C'est l'aspect masculin de la conscience. L'hémisphère gauche, c'est la logique, la science, le langage, la pensée analytique. C'est principalement le domaine de l'hémisphère gauche. Il gère tout ce qui touche au monde matériel. Voyez les choses ainsi, c'est le monde de la matière. C'est aussi le monde du langage, c'est l'aspect linguistique. Ça concerne les situations concrètes du quotidien, les tâches, les déplacements, tout ce qui se passe dans votre champ visuel et sensoriel. L'hémisphère gauche prend en charge toutes ces fonctions et gère tout cela. C'est le côté masculin du cerveau. C'est la partie qui traite surtout du monde physique et matériel. L'autre hémisphère, c'est le droit. Et cette partie gère la pensée globale. C'est le côté féminin du cerveau. Il est lié à l'intuition, à la créativité, ainsi qu'à l'empathie et à la bienveillance. Il favorise aussi notre créativité et nous permet de nous adonner à l'art et à la musique. La danse est ce qui s'y rapproche, tout ce qui relève de la création et de l'expression. Voici la partie droite du cerveau. C'est la part sacrée et féminine du cerveau. C'est l'opposé du côté gauche associé au masculin. Aucun des deux ne devrait dominer l'autre. Dans un monde parfait, avec un cerveau en bon état, ou avec un cerveau équilibré, il est essentiel de solliciter et de développer toutes nos capacités cérébrales. Ce n'est pas qu'un côté soit meilleur, qu'un côté serait mauvais, qu'on devrait pencher complètement d'un côté ou de l'autre. N'utiliser que l'hémisphère gauche ou que le droit. Le but, c'est d'intégrer toutes ces fonctions à notre façon de penser. Pour ainsi dire, il faut savoir les utiliser de façon équilibrée. C'est essentiel pour un cerveau qui fonctionne bien et pour réellement éveiller la conscience. Je voudrais rédiger plusieurs points avant de passer à d'autres sujets. Et si possible, prendre des appels. Je veux que vous compreniez ce qui se passe.
si nous fonctionnons uniquement avec l'hémisphère gauche ou uniquement avec le droit. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas forcément uniquement cela. Mais prenons l'exemple d'un déséquilibre total. Qu'une personne est en grande partie impliquée ou vit selon l'hémisphère gauche du cerveau. Elle n'utilise presque pas l'hémisphère droit. Prenons ça comme premier exemple. Nous avons vu qu'il existe 3 complexes dans le cerveau et ce qu'ils permettent de faire. Si dans ses relations avec les autres, par les médias auxquels il s'expose, par les contenus qu'il consulte, par la façon dont ils se comportent avec leur entourage, par leur expérience globale de la vie, s'ils ne s'intéressent qu'au monde matériel, en négligeant l'aspect créatif, intuitif et spirituel. L'hémisphère gauche prend alors le dessus sur les fonctions du néocortex, et l'hémisphère droit s'en trouve affaibli. Mais ces 2 parties du cerveau sont reliées. Elles ne sont pas vraiment distinctes. Elles sont reliées par un pont au centre du cerveau, au centre de la tête, qui relie les 2 hémisphères. On appelle ça le corps calleux. Le corps calleux, il fait circuler l'information entre les 2 hémisphères du cerveau. Si le cerveau fonctionne bien, si l'hémisphère gauche est sollicité en permanence, et le droit très peu, on parle alors surtout de l'aspect matériel du monde. C'est la zone du cerveau qui gère tout ce qui est physique et concret autour de nous. Objets, événements, choses matérielles et tout ce qui compose le quotidien. Et il n'y a aucune réflexion plus profonde sur quoi que ce soit, qui soit global ou créatif, ni sur la spiritualité. Il se passe quelque chose dans tout le néocortex. Le néocortex entier se met à dysfonctionner. Il n'assure plus la fonction qu'il devrait avoir. Autrement dit, le rôle du néocortex, c'est le centre des fonctions supérieures du cerveau. Le cerveau humain sera tellement déséquilibré qu'il ne pourra plus jouer son rôle de centre de contrôle. Du cerveau tout entier, les 3 parties principales du cerveau. Voici comment on peut voir les choses, ou plus simplement, il suffit d'imaginer une entreprise. Une entreprise a un dirigeant qui prend les grandes décisions sur l'orientation que va prendre cette entreprise, ou cette société, ou cette organisation. C'est le PDG. Il met en œuvre et prend les décisions essentielles qui définissent la trajectoire de l'entreprise. Si ce PDG venait à tomber gravement malade, qu'il ne pouvait plus assumer ses fonctions, au sein de l'entreprise, la direction intermédiaire devrait alors intervenir et reprendre ses responsabilités. Imaginons que le néocortex soit le PDG de cette entreprise. Et regardons les 2 autres complexes cérébraux, qui sont moins évolués et moins complexes, qui n'ont pas les mêmes capacités que le néocortex, un peu comme des cadres intermédiaires, ou même des cadres débutants. Voyons les choses de cette manière. Maintenant, si ce PDG, c'est-à-dire le néocortex, se retrouve déstabilisé à cause d'un déséquilibre où l'hémisphère gauche du cerveau domine, l'hémisphère gauche prend totalement le dessus sur le droit. C'est alors l'un des 2 autres complexes qui va prendre le contrôle de tout le cerveau
et donc influencer le comportement de la personne. Je vais le répéter. Si l'hémisphère gauche prend le dessus, un des deux autres complexes du cerveau, comme le néocortex, est maintenant abîmé. Il a été atteint physiquement. Les neurones ne fonctionnent plus normalement. Les connexions entre les neurones ne se font plus correctement. Certaines zones du cerveau cessent littéralement de fonctionner. Plus aucune activité électrique ou chimique dans certaines zones du cerveau, alors qu'elles devraient en avoir. C'est une activité normale quand le néocortex fonctionne comme il faut et qu'il prend des décisions réfléchies. Mais ce qui se passe quand le cerveau gauche prend le dessus, c'est le cerveau limbique, aussi appelé cerveau émotionnel, qui en souffre le plus. Et il se met petit à petit à ne plus fonctionner correctement, en libérant les substances qui nous permettent de ressentir des émotions dans le corps. Résultat, la personne devient pratiquement incapable d'éprouver des émotions et n'est plus capable de ressentir les émotions comme le ferait une personne équilibrée, dotée d'un esprit sain et équilibré, et les ressentir pleinement dans son corps. Elle devient contrôlée et tombe sous l'emprise du complexe R, du cerveau reptilien. Pensez-y un instant, allez plus loin dans cette idée. Le cerveau gauche, qui ne s'occupe que du monde matériel, sans tenir compte du spirituel, de l'intuition, ni de la créativité. Si cette partie prend le dessus sur les pensées, c'est le cerveau limbique, centre de nos émotions, qui en pâtit le plus. Le cerveau reptilien, le tronc cérébral, ce qu'on appelle le complexe R, la survie, le stress, et les réflexes de fuite ou de combat, prend le dessus sur toute la conscience de la personne. Il devient alors le centre de contrôle du cerveau, et la personne vit essentiellement dans la partie reptilienne du cerveau. Ça devrait éclairer pas mal de gens, à condition qu'ils soient attentifs sur ce qui se passe vraiment autour de nous. Mais encore faut-il y prêter attention. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont déséquilibrés du côté gauche du cerveau. Je dirais même la plupart en réalité. La plupart des gens ont ce déséquilibre cérébral sous une forme ou une autre, à des degrés divers. Maintenant, voyons ce qui se passe quand c'est l'hémisphère droit qui prend le dessus. C'est le côté spirituel ou maternel, ou féminin intuitif du cerveau. L'hémisphère droit. Si quelqu'un reste en permanence dans ce type de pensée et ne se confronte jamais vraiment à la réalité, vit toujours dans l'imaginaire, dans le spirituel, il ne s'ancre jamais dans la réalité, il ne garde jamais les pieds sur terre. Ils ne tiennent vraiment pas compte. Ce qui se passe dans le monde matériel est très important. Ils sont toujours tournés vers un ailleurs spirituel. Ils se projettent sans cesse dans un monde futur. Ou alors ils sont constamment à rechercher les plaisirs simples et à fuir tout ce qui semble sombre ou négatif. Ils n'ont pas envie de faire face aux problèmes. Ils préfèrent fuir la réalité. Il se passe aussi quelque chose dans les grands ensembles du cerveau, dans les trois ensembles. Quand l'hémisphère droit prend durablement le dessus, c'est le cerveau limbique qui est impacté. C'est exactement l'inverse d'eux.
Ce que j'expliquais tout à l'heure, quand c'est l'hémisphère gauche qui domine. Quand le cerveau droit prend le dessus, le cerveau devient totalement incontrôlable. C'est l'inverse de la domination du cerveau gauche. Là, le cerveau émotionnel se met en pause. Quand c'est le cerveau droit qui domine, on devient esclave de ses émotions. On ne contrôle plus vraiment ce qui se passe en soi. On vit dans la peur, où on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Car on croit tout ce qu'on nous dit. On devient trop passif. Un déséquilibre du cerveau gauche rend agressif. Un déséquilibre du cerveau droit rend trop passif. Et on se laisse marcher dessus. Lorsque le cerveau est déséquilibré ainsi, le cerveau reptilien, le complexe R, s'éteint en quelque sorte. C'est l'inverse du déséquilibre opposé. Quand l'hémisphère gauche domine, le cerveau limbique, le cerveau émotionnel se met en veille, et la personne est contrôlée par son cerveau reptilien. Tuxar, quand l'hémisphère droit prend durablement le dessus, c'est l'effet inverse. Le cerveau reptilien qui contrôle nos instincts et la survie. Cette partie du cerveau cesse de fonctionner, et la personne fonctionne à partir de l'autre. La partie du cerveau qui prend le contrôle de la conscience, c'est le système limbique. La personne se retrouve dans un état émotionnel incontrôlable. Voyons certaines des caractéristiques et des façons de voir le monde qui en découlent, quand l'un de ces états de conscience domine. Lorsque survient un déséquilibre cérébral de ce genre, quand une personne reste durablement dominée par l'hémisphère gauche, la part dite masculine du cerveau, elle devient dominante. Elle cherche à contrôler les autres. Ils veulent contrôler ce que font les autres, les choix qu'ils font pour leur propre vie. Ils deviennent souvent violents envers les autres. Si on leur résiste, c'est la forme majeure de déséquilibre mental. Je l'appelle le clivage de l'esprit. Ça se passe juste derrière votre front, derrière vos yeux. C'est là que ça se joue, et presque tout le monde connaît un déséquilibre du cerveau. Soit du côté gauche, soit du côté droit, parfois des deux côtés. Le cerveau droit, quand il est durablement déséquilibré, on développe toutes les tendances d'asservissement du cerveau. La personne se sent alors indigne quand l'hémisphère droit domine de façon chronique. Et que le cerveau limbique prend le dessus sur la conscience. On finit par se détester. On se dit qu'on n'est jamais assez bien ou légitime. Sentiment d'indignité, rejet de soi. Souvent, des comportements addictifs apparaissent. On devient dépendant d'une manière ou d'une autre. Ou une autre si leur cerveau droit domine complètement. Ils deviennent alors des personnes prêtes à obéir à n'importe quel ordre et à se soumettre sans résistance. C'est essentiellement l'état d'esprit auquel les gens parviennent sous la dominance du cerveau droit.
Un déséquilibre du cerveau du côté gauche fait émerger un profil de dominant ou même un tyran. L'autre déséquilibre engendre quelqu'un prêt à se soumettre à un esclave. Cela explique presque tout ce que nous vivons aujourd'hui dans l'histoire humaine. Ou presque. Si on comprend vraiment cette dynamique. Et certains sont là dehors qui diront qu'on simplifie trop. C'est trop simple, c'est plus complexe que ça. Pas vraiment. La façon dont fonctionne notre cerveau détermine en grande partie notre comportement et ce que nous vivons dans le monde. Si on ne prend pas soin du temple intérieur, du temple en chacun de nous, on va en subir les conséquences. Parce qu'on ne prend pas soin du plus précieux cadeau qui ait jamais été offert à notre espèce. On le laisse sombrer dans le chaos et le désordre. Et quand on fait ça, on en paye les conséquences, et elles ne sont pas agréables. Il faut comprendre comment on fonctionne, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui, eux, l'ont très bien compris. Et ils s'en servent pour nous manipuler. La plupart d'entre nous ne comprennent absolument pas. Ces techniques de contrôle mental fonctionnent vraiment, vraiment. Je vais prendre un autre appel. Voyons si cette fois c'est du sérieux. Voyons ce que ça donne. Tu es à l'antenne. Mon appel d'avant était aussi sérieux, Marc. Mais j'ai voulu détendre un peu l'ambiance au début. Salut Bob, ça va? Ça va, mec. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Ça va? Oui, ça va, merci. Je suis super enthousiaste pour ton émission sur revolutionbroadcasting.com. J'ai écouté toute l'émission la semaine dernière et je voulais en discuter avec toi et donner mon avis sur certains sujets dont tu as parlé. Vendredi, dans mon émission Marc, on reçoit un invité qui s'appelle Rama. Tu connais Rama? Je ne le connais pas. Non. Très bien, il est sur YouTube. C'est une star de YouTube. Ok. En gros, c'est un gars qui parle de la glande pinéale et il propose quelque chose qu'il appelle l'activation de la glande pinéale. Ok, en fait, c'est une forme de méditation en quelque sorte, qui permettrait selon lui d'être plus en lien avec sa glande pinéale. Et à propos de ce déséquilibre, cette rupture dont tu parlais, la glande pinéale est vraiment au cœur de cette séparation. Je pense, tout à fait. Je voulais savoir ce que tu en penses. Oui, c'est la glande pinéale qui s'éveille et s'active quand les deux hémisphères du néocortex sont en harmonie. Cette glande ouvre l'accès à des niveaux de conscience supérieurs, mais elle ne fonctionne vraiment que quand les aspects masculins du cerveau et féminins sont en équilibre et travaillent ensemble. Aucun ne prend le dessus sur l'autre. Ils s'équilibrent, du coup on est au maximum de nos capacités. Je crois que l'élite en est bien consciente. C'est sans doute pourquoi il y a tant de symbolisme autour de l'hermaphrodite. Peut-être. Tout à fait, il y a énormément de symbolisme. Si on réunit les symboles archétypaux du masculin et du féminin, c'est yin et yang. Yang, c'est masculin. Le yang est représenté par un triangle équilatéral orienté vers le haut. C'est un symbole ancestral qu'on appelait la lame dans l'Antiquité. Le triangle équilatéral inversé
est aussi un symbole qui représente le féminin sacré, ou le calice, en d'autres termes, le ventre maternel. On l'appelle alors le calice. Si on les superpose, on obtient le sceau de Salomon. Ce symbole représente l'hémisphère gauche du cerveau, en union avec l'hémisphère droit du cerveau. On l'appelle aussi l'étoile de David dans le judaïsme. Un nom plus ancien est le sceau de Salomon. Et dans le mot Salomon, il y a le soleil, la lune, l'âme et le gémissement. C'est intéressant, Marc, les Rastafari voient souvent Salomon comme l'un des hommes les plus sages et affirment même avoir trouvé du cannabis dans sa tombe. C'est vrai, c'est une des substances chamaniques et entéogènes qui, si elles sont utilisées dans le contexte d'un éveil à un niveau supérieur de conscience, peuvent produire cet effet. Ça peut vraiment aider à équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Pas pour fuir la réalité, ni juste comme distraction futile, ni pour le plaisir ou l'évasion, mais vraiment pour avancer sur soi-même. Dans ce sens, le cannabis peut être un allié. C'est justement comme ça que les Rastafari l'utilisent. Ils en font un usage rituel. Beaucoup ignorent à quel point la foi Rastafari inclut vraiment l'usage du cannabis. Aujourd'hui, c'est bien plus courant, sans doute à cause de la situation sociale. Tu sais, quand on a marre de lutter contre le système, quand tu te mets à te rebeller, tu as envie de te relâcher et de t'évader un peu. Et ça, c'est presque une réaction normale, que les gens au pouvoir connaissent très bien. Et ils s'y attendent. Ils veulent même que tu tombes dedans, parce qu'ils veulent te garder en esclavage. Et si jamais ils réussissent à te maintenir à la marge, tu resteras prisonnier. C'est ça qu'ils cherchent, que tu tombes dans l'excès, pour que tu t'habitues à abuser de ce genre de produit. Mais tu sais, ça peut aussi servir à rééquilibrer le cerveau, si c'est bien utilisé. Mais à un moment, si quelqu'un en fait un usage répété, qu'il finit par en abuser, ça va déséquilibrer le néocortex, en perturbant l'hémisphère droit. Ce qui, comme tu l'as dit, correspond à l'état d'un esclave. C'est un équilibre à trouver si on veut utiliser des substances entéogènes. J'en reparlerai dans l'émission, au fil des épisodes. Quand j'étais dans ton émission sur Revolution Broadcasting, il y a quelques semaines, on a parlé des entéogènes de manière réfléchie, comme l'une des solutions que j'ai proposées pour faire évoluer la conscience et nous sortir de la situation dans laquelle on est tous. C'est très intéressant, ça me fait penser à autre chose en discutant de ça à l'instant. C'est l'effet du fluor qui rend les gens apathiques et dociles, qui empêche aussi l'harmonie entre les deux hémisphères du cerveau. C'est complètement vrai. En fait, ça finit par calcifier. Ça forme une couche de calcium sur la glande pinéale. On sait que le fluor, sous toutes ses formes, a cet effet-là. Du Haus-Swessmosson, je crois que c'est entre 65 et 68% des réservoirs d'eau potable aux États-Unis. C'est totalement inacceptable. Cette substance est toxique, peu importe la dose, et elle ne devrait jamais être ajoutée à notre eau. C'est aberrant. Rien ne prouve que l'avaler serve à quoi que ce soit. Franchement, aucun dentiste ou médecin n'a su justifier le fluor, ni m'expliquer à quoi ça sert d'en avaler. C'est fait pour être appliqué sur les dents, tout simplement. Marc, on pourrait en parler toute la journée. Si tu permets, j'avais une petite question à te poser, et après je te laisse. Super émission, comme toujours. Merci. Bien sûr, vas-y. En fait, ça concerne Tesla. Je sais que tu t'intéresses beaucoup à Tesla, vers un système basé sur l'abondance. Le meilleur exemple, c'est une expérience que Pavlov a faite avec des poules, où il leur donnait beaucoup de nourriture et de l'eau. Donc dès qu'elles avaient faim ou soif, elles se rendaient au distributeur
et il y avait toujours à manger et à boire. Il a observé leur comportement. Elles se comportaient normalement. Elles allaient manger quand elles avaient faim et se servaient dès qu'elles en avaient besoin. Elles savaient que ce serait toujours là. Quand il a instauré la rareté dans leur accès à la nourriture et à l'eau, leur comportement a changé. Il arrivait à les pousser à stocker, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Avant ça, ils ne stockaient jamais. Il parvenait même à les faire voler. Parfois, il arrivait à les monter les uns contre les autres, voire à s'entretuer pour de la nourriture. Tout ça est arrivé à cause de la rareté artificiellement créée. Oui, on a créé cette pénurie. Je suis complètement d'accord. Je l'ai déjà dit 1000 fois et je le redirai encore autant de fois. Contrôler l'énergie et les ressources, c'est contrôler les gens. Et l'énergie, c'est l'un des plus grands moyens de nous contrôler. Et le pétrole, c'est en fait la monnaie qui fait tourner le monde. C'est ce qui permet à tout, ce qui fait tourner notre civilisation, de fonctionner. Tesla a montré par Babderwater un système énergétique fondé sur le manque, pour lequel les gens se battent sans arrêt. Comme tu l'as déjà dit, une fois qu'on les conditionne à la peur du manque, ils passent aussitôt dans la conscience reptilienne, puis en mode reptilien du cerveau. Tu sais quelle est la pire manipulation? Par la peur du manque. C'est quoi? Le manque de sécurité ou la menace sur nos vies? Ça fait partie du mécanisme de peur, avec le terrorisme sous faux drapeau et tout le reste. S'ils arrivent à te faire peur, en te faisant ressentir un manque de sécurité, c'est d'une autre manière d'aborder le problème. Et quand les gens se laissent avoir, quand les gens se font avoir par ça, ils resteront toujours bloqués dans le complexe R du cerveau. Ils seront toujours en mode survie, stress et peur. Très intéressant. Revenons à Tesla et ce qu'il avait compris et démontré comme étant possible. C'est qu'on pouvait directement relier des systèmes énergétiques, ce qu'il appelait le mécanisme de la nature. Quand on parle d'énergie libre, plus précisément quand je parle de l'énergie libre, selon la technologie de Tesla, je ne parle pas des méthodes d'extraction d'énergie avancées. À partir du vide quantique, ou ce qu'on appelle l'énergie du point zéro. Tesla s'est peut-être penché là-dessus, mais au fond, la technologie de Tesla, ce qu'on appelle énergie libre, c'est ce que j'appelle une énergie libre accessible à tous. Il s'agit simplement de puiser dans les réserves d'énergie que la nature a accumulées et de l'acheminer vers les endroits où on en a besoin. Selon Tesla, il fallait capter l'énergie que le Soleil envoie sur la Terre grâce au vent solaire. Ces ions qui frappent la magnétosphère terrestre y demeurent ensuite. Cette énergie électrique est stockée dans l'ionosphère. Tesla avait mis au point un moyen pour ramener cette énergie sur Terre. Il utilisait ce potentiel électrique et le transmettait via un transcepteur. Puis il pouvait distribuer cette énergie à de vastes régions du globe. Il ne s'agissait pas de fils électriques. Tout fonctionnait sans fil. Vous auriez pu brancher n'importe quel appareil. Vous pouviez brancher votre maison directement à la Terre, car la Terre servait de réserve d'énergie. La Terre ferait office de gigantesque condensateur d'énergie. Il avait trouvé un moyen de transformer la Terre en un condensateur géant, grâce à l'énergie électrique présente dans l'ionosphère. Et il savait comment faire ça il y a plus de 100 ans. Mais les intérêts financiers de l'époque ont tout bloqué. Ce projet a aussi été étouffé par ceux qui ont créé la Réserve fédérale. Bien sûr, JP Morgan et les Rothschild sont les premiers noms qui viennent à l'esprit.
Mais la question qu'on me pose souvent, c'est de la part de ceux qui n'arrivent pas à imaginer un monde sans rareté. Pourquoi ils n'utiliseraient pas cette technologie? Parce que si c'est vraiment une super idée, et si ça marchait, bien sûr qu'ils voudraient le faire. Parce que ce serait super rentable, non? Oui, j'imagine. En fait, ils ne veulent pas tout le monde parte sur un pied d'égalité. Ils ne veulent pas que les pays en développement puissent rattraper notre niveau technologique et tout ce que ça implique, parce qu'ils devraient alors faire face à un réveil encore plus rapide. C'est surtout pour ça qu'ils n'en veulent pas. Vous savez, c'est aussi, je pourrais partager une petite anecdote. J'en ai déjà parlé lors de conférences sur Tesla par ici. Je crois que Tesla avait compris qu'on n'atteindrait pas vraiment ce niveau tant qu'on n'aurait pas évolué sur le plan de la conscience. Et il a peut-être lui-même pris du recul à plusieurs niveaux. C'est un sujet dont on parle souvent chez les passionnés de Tesla. Un jour, je suis arrivé à un événement et avec ma copine, on était un peu en avance. On est entré dans un bar et on s'est installé. On traînait en attendant, j'ai pris un verre et on se préparait pour le concert. Et j'ai commencé à discuter avec quelqu'un au bar. Il avait l'air de s'y connaître un peu. Je ne sais pas pourquoi. On a commencé à parler d'énergie. Je sais même plus comment c'est venu. Peut-être à cause du prix de l'essence ou un truc du genre. Et il a commencé à dire qu'il connaissait aussi des technologies d'énergie libre qui avaient été évoquées. On a parlé, il connaissait déjà Tesla. Je lui ai dit que je fais partie d'un groupe qui travaille sur les technologies Tesla. Alors je lui ai demandé, imagine ce scénario, et si on utilisait l'énergie libre, comme Tesla l'avait imaginé? On pourrait capter l'énergie de l'ionosphère et la diffuser partout sur la planète. Tout le monde aurait accès à une énergie gratuite. N'importe où, n'importe quand. Pense aux modèles économiques des pays du Moyen-Orient. Leur économie repose presque entièrement sur l'exportation de pétrole. Tu imagines ce qui arriverait à ces pays et à leur population si du jour au lendemain, le pétrole ne valait plus rien. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Tu devines ce qu'il a dit? Voyons. Non? Tu sais ce qu'il m'a dit? Il a répondu, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tant pis pour eux, ils n'auront qu'à s'en sortir. Voilà ce qu'il m'a répondu. Tu sais ce que je lui ai répondu? C'est pour ça qu'on n'est pas encore prêt. Voilà pourquoi, et il n'a rien su répondre à ça. Parce qu'on aime croire qu'on peut juste faire ce qu'on veut. Et que ça fait souffrir les autres. Ce n'est pas un problème, mais c'est pas normal. Tu sais, tant qu'on n'a pas atteint ce niveau de conscience où l'on comprend si les autres souffrent, on souffre aussi. Tu vois, Marc, qui s'intéresse vraiment à ce que ces gens-là deviennent. Hein, aussi lucide qu'il était sur la soi-disant crise énergétique et sur l'importance de passer à d'autres moyens de produire et distribuer l'énergie, il a adhéré à l'idée des attentats sous faux drapeaux. Tu vois, il se fiche pas mal de ce qui peut arriver à ces gens-là. Pour lui, qu'il leur arrive ce qui doit arriver. Voilà sa réponse, et j'ai répondu, tant qu'on reste à ce niveau de conscience, on ne pourra pas créer de technologie d'énergie libre et en faire profiter l'humanité, comme on aurait déjà pu le faire il y a 100 ans. Imaginez ce qui se serait passé si ça avait existé il y a 100 ans. Combien de choses aurait-on pu éviter qui se sont produites au cours des 100 dernières années? Oui. Combien de guerres auraient été évitées? Combien de vies n'auraient pas été interrompues trop tôt? Et combien de gens n'auraient pas péri de froid? C'est vrai, il y a des gens qui meurent de froid. Désolé, plus de 40% des gens dans le monde n'ont toujours pas l'électricité chez eux. Réfléchissez à ça, 40%. On croit que tout le monde a accès à l'électricité.
Non, c'est pas le cas. 40% de la population mondiale n'a pas d'électricité chez elle. La plupart des gens ne le savent pas. L'écart se serait vite réduit avec les pays en développement si une technologie comme celle-ci avait été adoptée. C'est pour cela que les dirigeants occultes du système bancaire s'y opposent. Et ils poussent les gens à étouffer ça. Parce que beaucoup sont prêts à faire presque tout ce qu'on leur demande, du moment qu'ils sont payés ou reçoivent assez d'argent. Parce qu'ils sont dans un état de conscience reptilien, instinctif. J'ai souvent discuté longuement avec des policiers à propos de leur serment constitutionnel. Et ils me disent, on ne va pas risquer notre poste en le refusant. Je leur réponds, mais si ça va à l'encontre de votre serment constitutionnel, vous ne devriez pas l'exécuter, car vous êtes censé être protégé. Et ils me répondent, on ne veut pas perdre notre boulot. Ils ont même réussi à manipuler ceux qui devraient être des serviteurs publics honnêtes. Et les ont complètement manipulés pour qu'ils aient surtout peur de perdre leur travail. Du coup, ils obéissent, parce que pour eux, la morale et la vérité ne comptent pas, autant à leurs yeux que l'argent. Et c'est vraiment triste d'en arriver là. J'en reparlerai souvent au cours de l'émission. On arrive à la fin de la première heure. Bob, je vais lancer le générique, et je vais d'abord donner les adresses des sites. Thérèse, tu restes encore un peu pour la deuxième heure? Oui, je reste encore un moment. On se cale bien niveau timing. On termine la première heure de Revolution Broadcasting. C'est diffusé chaque mardi de 20h à 21h, heure de la côte Est. On finit vers... Attends, voyons, on finit à quelle heure? 21h12, Marc. C'est là que tu peux arrêter. Ensuite, on met la musique d'intro et on enchaîne avec ta prochaine question. Je resterai là. Le site whatearthishappening.com. Tous les mardis à 20h, heure de l'Est. revolutionbroadcasting.com. On attaque la seconde partie. La liberté, c'est ça. C'est tout ce qui compte. Profite de la liberté, comme le dit le livre. La liberté, c'est ça. Bienvenue sur What on Earth is Happening. Cette émission parle de conscience, de contrôle mental, de lois naturelles et d'occultisme, et tous les sujets portant atteinte à la liberté des peuples de la Terre. What on Earth is Happening veut mettre en lumière ce qui se cache dans l'ombre de notre monde et proposer des solutions concrètes pour les problèmes que nous rencontrons, alors que l'humanité approche d'un tournant décisif. Et maintenant, place à votre hôte, Marc Passio. Libérez votre esprit et votre âme. C'est à vous de jouer. Bienvenue dans What on Earth is Happening. Je m'appelle Marc Cassio et je vous accueille dans l'émission. En direct chaque mardi de 20h à 22h. revolutionbroadcasting.com diffuse l'émission en deux parties d'une heure, de 20h à 21h, le mardi soir, heure de l'Est, et aussi le jeudi soir, heure de l'Est. Pendant la première heure, on fait le point sur différents sujets. On a beaucoup parlé du cerveau humain, dans cette partie et comment il peut se déséquilibrer au profit d'un hémisphère ou de l'autre, et ce que cela provoque dans notre vécu. Nous avons aussi parlé de ce qui arrive
quand on perd contact avec la réalité de ce qui se passe dans le monde, quand on refuse de voir et d'accepter la vérité dans nos vies. Comment notre expérience humaine se détériore quand ça arrive. Et quand on s'accorde à la vérité, et qu'on l'accepte, et qu'on vit selon les principes de la loi naturelle, l'expérience humaine s'épanouit et devient vraiment une expérience qui vaut la peine d'être vécue et bien plus riche que si on reste à des niveaux de conscience inférieurs. J'ai reçu des appels dans la première heure, surtout sur le cerveau humain, et Bob Tuscan de Daily.com nous a appelés et on a discuté un peu de la glande pinéale et on a parlé de la question de la rareté et de son impact sur la conscience, surtout quand cette rareté est créée artificiellement, notamment en ce qui concerne l'énergie. On a aussi évoqué Tesla et les technologies d'énergie libre qu'on a cherché à dissimuler. Et Bob a choisi de rester avec moi au téléphone pour qu'on puisse approfondir ces sujets dans la deuxième partie, et j'en suis vraiment content. Alors Bob, tu es toujours avec nous? Oui, je suis toujours là, Marc. Merci encore de m'avoir permis d'intervenir à l'antenne. Pas de souci. Donc on parlait de la rareté et de son impact sur la conscience des personnes concernées. Les comportements qu'elles adoptent, comment elles en viennent à craindre le manque, et comment cela les replonge dans des instincts plus primaires, le complexe du cerveau humain. Et on avait terminé tout à l'heure en évoquant notamment, et c'est un sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures, et j'en parlerai encore au fur et à mesure. Mais on avait commencé à parler de la police et de leur mentalité, selon laquelle tant que leur salaire tombe et que rien ne menace ça, ils exécutent tous les ordres et ils continuent à faire des choses qu'ils n'ont pas vraiment le droit de faire, comme bafouer les droits garantis par la Constitution, et même les droits et libertés considérés comme fondamentaux. Et tant que l'argent continue de tomber, la question morale ne compte même plus pour beaucoup. La vieille excuse « je faisais qu'obéir aux ordres ». Tu veux ajouter quelque chose ou commenter là-dessus, Bob? Tu sais, ça ne tient pas la route, et on l'a vu après les procès de Nuremberg. Mais les procès de Nuremberg ne montraient pas ce qui se passait vraiment avec l'opération Paperclip. En public, on donnait l'exemple. C'est le vieux tour de passe-passe. Regardez au fond, nous étions simplement en coulisses, à poursuivre les mêmes agissements sinistres. Et je suis convaincu, le fait d'obéir ou de justifier ses actes, parce qu'obéir aveuglément, c'est sûrement une des choses les plus effrayantes qu'il nous soit donné de vivre. Ça me fait penser à, c'est quoi déjà? Ah, j'ai un trou de mémoire. L'expérience de Milgram. Ok, tu vois ce que c'est l'expérience de Milgram? Non, tu vas voir, c'est vraiment dingue. En gros, ils ont choisi deux personnes. Ils leur ont expliqué qu'ils allaient participer à une expérience scientifique. L'un des deux devait poser les questions et l'autre devait y répondre. Donc l'un d'eux est choisi. Le rôle de chacun est attribué au hasard. Une fois que c'est fait, on place la personne qui doit répondre dans une pièce et celle qui pose les questions dans une autre. Et là, on explique à celui qui va répondre, celui qui pose les questions, que l'autre personne est reliée à une machine qui lui envoie des chocs électriques. À chaque mauvaise réponse, ils doivent lui envoyer un choc électrique et ils augmentent la puissance du choc. À chaque nouvelle erreur, j'en ai déjà entendu parler. Je savais pas comment ça s'appelait, mais j'en ai entendu parler. Oui, bien sûr. Oui, c'est très connu. Je me doutais que tu connaissais.
Laisse-moi finir. Je te demanderai ce que tu en penses, parce que je trouve ça très révélateur de ce dont on parlait. En fait, à chaque fois que la personne augmente la tension, elle entend l'autre personne dans la pièce à côté, grâce à l'interphone, qui crie ou semble souffrir de plus en plus. Et même s'ils sont sur le point de, selon Upward, envoyer des décharges électriques d'une intensité monstrueuse. Ils continuent l'expérience, parce qu'on leur a dit que s'ils s'arrêtent, ça mettrait toute l'expérience en péril. Même s'ils entendent l'autre hurler, comme s'il allait mourir, et même quand il ne crie plus, ils continuent. Tu sais combien sont allés jusqu'au bout. Je pense que c'est plus de 90%. C'est hallucinant, Marc. Et ils ont fait cette expérience, il y a 20 ou 30 ans. C'était à peine 85%. Ils ont refait l'expérience récemment. Les résultats n'étaient pas meilleurs qu'avant. C'est même pire aujourd'hui. Aujourd'hui, encore plus de gens obéissent aux ordres. Il faut voir les vidéos sur YouTube. Tapez expérience de Milgram. On y voit des gens participer. Certains sont complètement choqués. Sincèrement, c'est une des choses les plus marquantes que j'ai vues depuis longtemps. Ça montre à quel point les gens sont soumis à cette manipulation de l'esprit par l'autorité. C'est bien Milgram? Milgram, oui, c'est ça. Ok, au final, tout repose sur la responsabilité individuelle. Certains préfèrent dire que quelqu'un d'autre est responsable à leur place. Mais c'est faux, chacun est responsable de ses actes. Dans ces expériences que tu mentionnes, toutes ces personnes ont laissé leur responsabilité personnelle à une autorité supérieure. Et puisqu'il affirme, c'est moi qui suis responsable de l'expérience. Je vous dis ce que vous avez le droit de faire ou pas. Il continuait, il suivait le mouvement, tout en sachant qu'il faisait souffrir des gens. C'est l'exemple parfait d'irresponsabilité. Et ça montre parfaitement pourquoi on en est là. Exactement. Merci d'avoir soulevé ce point. C'est un très bon exemple, et c'est vraiment quelque chose qu'on va répéter. Encore et encore dans cette émission, la liberté totale. La lutte sous la liberté totale et la responsabilité totale. Si on n'est pas prêt à assumer pleinement nos actes, dans ce monde et dans nos propres vies, on n'aura jamais de liberté. C'est un point fort et je vais m'arrêter là-dessus. Encore merci Marc pour ton travail sur What on Earth is Happening. Et je vais régulièrement sur le site whatonearthishappening.com et j'ai encore regardé un bout de ta série en 4 parties. Je voulais encore te féliciter pour ça. Je suis vraiment heureux d'avoir pu profiter de ton travail et je tenais à te remercier personnellement pour tout le soutien que tu m'as apporté pour démarrer sur la plateforme. Et merci d'avoir partagé tes idées lors de ton intervention. J'ai fait de mon mieux, j'espère que ça t'a pas trop saoulé, que j'ai appelé dès le début, en mode redneck qui appelle Rush Limbaugh. Mais je voulais te donner un aperçu authentique de ce que ça fait d'être à la radio, en essayant de dire la vérité. T'inquiète, Bob. Prends soin de toi, Marc. À toi aussi, mec. Ciao. C'était donc Bob Tusken de Theleme, ainsi que Truth Be Told Radio. Restez à l'écoute et suivez son émission. Il est à l'antenne chaque soir en semaine de 22h à minuit sur revolutionbroadcasting.com. Je rappelle, mon site c'est whatonearthishappening.com. Je vais rappeler quelques annonces que j'ai partagées au début de l'émission.
car il est essentiel que tout le monde s'implique activement et se mobilise pour la vérité et la liberté. Surtout à Philadelphie, c'est ici le berceau de la liberté aux États-Unis. Là où de nombreux pères fondateurs se sont réunis et ont échangé des idées, jetant les bases de la liberté ici. Nous nous en sommes malheureusement beaucoup éloignés aujourd'hui, mais nous avons encore la chance de redresser la barre. Mais cela n'arrivera que si nous nous unissons en communauté. Et si nous incarnons vraiment les principes de vérité, de justice et d'amour. Car c'est ça le vrai sens de tout cela. La liberté naît de la force vivante de l'amour. Et partager ces vérités, même si elles dérangent, n'a pas pour but de blesser qui que ce soit. C'est parce que ceux qui partagent ces informations se soucient vraiment des autres et veulent le bien de tous. C'est ça l'amour. Et si on ne fait pas passer ce message, on n'aura jamais de vraie liberté. Je vais vous parler de deux événements qui arrivent, tous deux organisés par le groupe Truth, Freedom, Prosperity, dans la région de Philadelphie. Leur site, truthfreedomprosperity.org. Le premier, c'est une projection gratuite du film America Freedom to Fascism. Un film signé Aaron Russo, aujourd'hui disparu. Je sais que beaucoup de nos auditeurs sur ce réseau ou via mon site internet ont déjà vu ce film. Ils savent de quoi il retourne. Ils savent à quel point ce documentaire est percutant. Mais beaucoup n'en ont encore jamais entendu parler. Ou n'ont pas eu accès aux informations qu'il présente. On aimerait que le plus de monde possible participe. Venez avec vos amis, avec votre famille et découvrez ce documentaire. Rendez-vous lundi 19 avril à 19h précise. Au Ethical Society Building, 1906 South Rittenhouse Square à Philadelphie. America Freedom to Fascism. Projection gratuite du documentaire. Lundi 19 avril à 19h, Ethical Society Building, 1906 South Rittenhouse Square, Philadelphia. Le prochain événement à annoncer, c'est la marche officielle End the Fed et le rassemblement à Philadelphia. La marche et le rassemblement officiel End the Fed auront lieu à Philadelphia, samedi 24 avril à 10h. Devant le City Hall de Philadelphia, côté ouest, le rassemblement commencera à cet endroit. 1500 Market Street. Une marche est prévue jusqu'à la réserve fédérale. Puis, un rassemblement en plein air avec repas et animation. Des prises de parole sont prévues et un concert viendra clore l'événement. Michael Badnarek prendra la parole. Et Jordan Page va jouer. Sa grande musique engagée pour la liberté. Rejoignez-nous, soutenez-nous, mobilisez-vous et mettons un terme à cette institution immorale et monstrueuse qu'on appelle la Réserve fédérale. On a besoin de votre courage. C'est ça qui les alimente. Ils veulent vous faire peur. Il faut les regarder dans les yeux et leur dire que vous n'avez pas peur. Et là, je parle de, soyons clairs, l'institution même qui était derrière. L'assassinat d'un président des États-Unis. En plein jour, sous les yeux de tous. Ne nous y trompons pas. On sait que Kennedy, en lançant l'idée d'un processus pour imprimer de l'argent sans intérêt dans ce pays, voilà pourquoi il a été supprimé.
Et la Fed y est clairement pour quelque chose. Je l'affirme, mais il faut rester solidaire. Si on veut vraiment que ça change. Les mots ne suffisent pas. C'est ce que j'ai écrit à mes abonnés cette semaine à propos de cet événement. On ne peut pas juste dire qu'on refuse ce qu'on sait être immoral dans ce monde. Il faut passer à l'action et s'engager vraiment. Partagez l'information. Faites prendre conscience autour de vous. Informez-vous sur la Fed, puis transmettez ces connaissances aux autres. Venez nombreux à l'événement le 24 avril à 10 heures à l'Hôtel de Ville de Philadelphie. Voilà, c'est tout pour les annonces. On a un autre appel en ligne. Je prends l'appel. Voyons. Allô, vous êtes là? Allô Marc, c'est Kevin. On s'est rencontrés à la librairie Germ. Ça va Kevin? Oui, ça va. Je voulais juste ajouter à ce que vous disiez concernant l'abondance et la rareté. Je voulais partager une citation d'Aristote que j'ai lue dernièrement. La pauvreté est la mère de la révolution et du crime. Donc ces réalités ont toujours existé. On dirait que tout ça s'est déjà produit et que ça recommence encore. C'est profond. Ouais, les gens agissent désespérément face à la rareté ou à des situations extrêmes. Parce que, encore une fois, peut-être, leur esprit plonge dans les parties les plus primitives du cerveau. Et on n'arrive plus à prendre de bonnes décisions réfléchies. Impossible de raisonner correctement et de prendre des décisions sensées quand c'est le cerveau reptilien qui prend le dessus. Il y a une explication physiologique derrière ça. C'est fascinant de voir comment le cerveau et le corps interagissent. Quand on bascule dans le complexe air du cerveau, celui qui déclenche la réponse combat ou fuite, d'accord? Presque tout le sang quitte alors certaines zones. La circulation sanguine quitte surtout le torse et la tête. Elle se dirige vers les extrémités. J'en ai parlé la semaine dernière. Car il faut rapidement décider si on reste pour se battre ou si on s'enfuit. Toute l'énergie et la force se concentrent alors dans les muscles, surtout dans les bras. Et dans les jambes, dans les extrémités. Le sang circule moins bien dans le torse et il n'est pas bien oxygéné. Du coup, vous êtes plus vulnérable aux maladies dans les organes internes. Le sang circule moins dans la tête. Qu'en temps normal, on n'utilise plus vraiment le cerveau comme il le faudrait. On n'arrive plus à réfléchir. On est complètement dominé par la peur. Voilà ce que la rareté créée de toutes pièces, fait à la conscience humaine. Et ne vous y trompez pas, c'est un des principaux moyens qu'ils utilisent pour contrôler la population. On dirait bien oui. L'argent c'est presque comme une malédiction. Invasion Los Angeles, c'est vraiment l'illustration parfaite de ce qui se passe. Le vrai choc dans ce film, c'est quand on sort de la salle et qu'on regarde autour de soi et qu'on se rend compte qu'on s'inflige ça à nous-mêmes. Ça fait aussi penser à Idiocratie. Carrément. Deux films cultes, surtout Invasion Los Angeles. C'est sans doute mon film de science-fiction préféré, paru à ce jour. En réalité, ce n'est pas vraiment de la science-fiction. C'est plutôt une allégorie. C'est une histoire qui raconte vraiment ce qui se passe réellement autour de nous. Ma femme disait souvent que les films reflètent les peurs de la société. Surtout les films d'horreur. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est souvent l'art qui imite la vie, pas l'inverse. On m'a fait remarquer qu'il m'arrive d'utiliser certains mots et que tout le monde ne voit pas forcément clair sur ce que ça veut dire. J'essaierai d'y faire plus attention à l'avenir, pour éviter d'utiliser des termes que certains ne comprennent pas et de continuer à en parler, alors que c'est pas très clair. Je voudrais revenir sur le mot que je viens d'utiliser. Allégorie.
tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Peut-être que beaucoup savent, mais qu'est-ce qu'une allégorie? Allégorie, si jamais vous ne connaissez pas le mot. Une allégorie, c'est une histoire qu'on peut comprendre comme ayant un sens caché, souvent une leçon de morale. Un sens caché qui sert souvent à transmettre une morale, ou parfois un message politique. C'est un peu comme une parabole. C'est une histoire inventée, mais qui veut nous parler du monde réel, qui se passe vraiment autour de nous. Et il porte un message moral. Il est fait pour nous transmettre une leçon. Voilà ce qu'on appelle une allégorie. Je vais souvent employer ce mot, et je vous conseillerai aussi quelques films allégoriques qui abordent les thèmes dont je parle, en les illustrant avec beaucoup de créativité. Je trouve que c'est une excellente manière de transmettre ces idées aux gens, quand c'est fait avec créativité. On utilise notre intuition, notre côté créatif du cerveau. L'art et la créativité jouent un rôle clé. Les allégories sont un moyen puissant de toucher la conscience des gens. Invasion Los Angeles en est un bon exemple. L'une des meilleures allégories modernes que j'ai vues récemment, c'est Avatar. C'est clairement une allégorie spirituelle, et aussi sur l'horreur de la guerre et sur l'immoralité totale de la guerre, souvent menée pour des raisons impossibles à justifier. La destruction des terres des peuples autochtones, ainsi que les peuples autochtones. Tout à fait, la lutte permanente des peuples autochtones du monde entier contre les entreprises qui veulent toujours plus de terres. Et des ressources, c'est ça. Ça en dit long que la plupart des bases militaires américaines refusaient que le film soit diffusé chez elles parce qu'ils savent à quel point l'allégorie est puissante pour marquer les esprits et surtout toucher la conscience. Et ils ne veulent pas que les soldats saisissent ce message. Ils ne veulent pas que ça atteigne leur esprit, parce qu'ils veulent que rien ne change, qu'ils restent sous contrôle total. Oui, et c'est pas parce que tu es parano que la matrice ne t'a pas déjà eu. Exactement, merci de m'avoir accueilli. Je vais continuer à t'écouter. Merci beaucoup d'avoir appelé. C'est toujours un plaisir de te parler, Kevin. Merci, prends soin de toi. Bon, voyons voir. De quoi on parle maintenant? J'ai parlé de Freedom to Fascism et de la Fed. On a parlé du cerveau humain. Quand Bob Tusken est intervenu, il a parlé de la glande pinéale. Parlons-en un peu, car c'est directement lié aux structures du cerveau. Et ça touche aussi à l'équilibre du cerveau. La dernière fois, on a parlé du déséquilibre du cerveau. Voyons ce qui se passe quand les deux hémisphères fonctionnent en équilibre. Quand on fait travailler l'hémisphère gauche et le droit ensemble en harmonie. Aucun des deux ne prend le dessus. Le cerveau est équilibré. Le néocortex, le centre du raisonnement, remplit son rôle en tant que centre de commandement exécutif et assure les fonctions exécutives de l'ensemble du cerveau. C'est ainsi que le cerveau doit fonctionner. Voilà un cerveau humain sain et pleinement fonctionnel. La personne n'est pas sous l'emprise d'émotions incontrôlées.
ni dominé par le réflexe de fuite ou de combat, ni par le stress ou l'envie de contrôler les autres. Quand l'esprit est équilibré, on n'est ni maître ni esclave, ni de soi ni des autres. On devient maître de soi. C'est un état que j'appelle la maîtrise de soi. C'est la possession de soi, l'autodétermination et le respect profond de soi. Autrement dit, cet être n'est plus en conflit avec lui-même. Ce qu'ils pensent, ils le ressentent, et ils agissent ensemble. Les trois aspects de la conscience, la pensée, l'émotion et l'action, s'harmonisent. Et le troisième œil, ou l'œil unique, l'œil qui voit tout. La glande pinéale, située au centre de la tête, dans ce qu'on appelle la chambre du milieu. C'est-à-dire le cerveau limbique. Le cerveau limbique comprend de nombreuses structures. C'est la zone du cerveau qui produit les substances liées aux émotions, qui nous permettent de ressentir les émotions que nous éprouvons dans notre corps. Il y a l'hypothalamus, l'hippocampe, et la glande pinéale. C'est une glande en forme de cône au centre de la tête. Si vous regardez quelqu'un de face, c'est juste au-dessus des yeux, au centre de la tête. Entre les deux yeux au niveau du front, et en imaginant une ligne vers l'arrière. Vous atteignez le centre du crâne. C'est là qu'on trouve la glande pinéale. On l'appelle ainsi car elle ressemble à une pomme de pin. Glande pinéale, voyez? Quand elle s'active, cette glande éveille à des états de conscience plus élevés sur ce qui se passe en nous et autour de nous. Ils peuvent alors percevoir, accéder à un véritable discernement quand on atteint cet état de conscience. Cela passe par l'équilibre des deux hémisphères du cerveau. Nous allons donc voir plusieurs techniques pour atteindre cet état de conscience. J'ai aussi plusieurs méthodes pour harmoniser le cerveau et la conscience et les unir. J'aimerais aussi évoquer des symboles liés à cet état. J'y ai déjà fait allusion tout à l'heure. Il existe quelques symboles qui sont liés à différents états de conscience depuis des millénaires. L'un des aspects, c'est le principe masculin, la dimension masculine de la conscience, appelée énergie yang. Le symbole, généralement associé à cette forme de conscience, le symbole utilisé pour décrire cette modalité de conscience, était appelé la lame. C'est un triangle orienté vers le haut. C'est un symbole phallique simple, représentant le sexe masculin. Il est lié à l'action, à tout ce qui s'exprime vers l'extérieur. Tout ce qui entre en interaction avec le monde. C'est l'aspect masculin actif. On l'associe à un symbole phallique, car il représente la force de pousser. C'est cette énergie qui nous pousse à agir et à interagir avec le monde. Ce symbole est lié à l'hémisphère gauche du cerveau. Un triangle orienté vers le haut.
L'inverse de ce symbole, de cet archétype. Un archétype, c'est simplement une forme générale. C'est profondément ancré dans notre subconscient. On le reconnaît instinctivement. Au plus profond de nous. C'est un symbole d'archétype. Un triangle inversé avec la pointe vers le bas. C'est un symbole primitif de l'utérus. Il évoque la forme de l'utérus. Dans l'Antiquité, ce triangle inversé était appelé le calice, dans plusieurs systèmes symboliques. C'est l'énergie féminine sacrée, ou les états émotionnels. Cela correspond à l'hémisphère droit du cerveau. C'est la part de notre conscience tournée vers l'intérieur. C'est l'aspect intérieur de la conscience. Cela touche surtout à nos émotions. Et quand on unit les deux, on retrouve un symbole bien connu dans de nombreuses cultures. Ce symbole est utilisé partout dans le monde pour illustrer un état de conscience, quand le cerveau est en harmonie. Ce n'est pas toujours le cas, mais en général, c'est le symbole archétypal appelé le sceau de Salomon. C'est l'entrelacement, pas l'un sur l'autre, ni complètement fusionné. La lame et le calice entrelacés. On appelle souvent cet état de conscience les noces chimiques. Parce que l'activité chimique et électrique du cerveau humain fonctionne de façon harmonieuse, dans l'unité et l'harmonie. On appelle cela le sceau de Salomon, parce que la partie masculine du cerveau symbolise l'énergie solaire active, le yang. L'action est liée au soleil et à la lumière du jour. En anglais, le mot sun renvoie à solar, l'énergie du soleil. Solar, soel qui signifie solaire. Ensuite, il y a la dimension lunaire de la conscience, le principe féminin sacré. C'est l'énergie de la lune, celle du cerveau droit. Quand ces deux énergies s'unissent, c'est le mariage chimique. C'est un état de cerveau équilibré. Et le début de l'éveil de la glande pinéale. Ou de l'œil omniscient. Nous en reparlerons plus en détail par la suite. C'est le sceau de Salomon, cette étoile flamboyante à 6 branches, comme on l'appelle. C'est le symbole de cet état de conscience. Je pense que c'est ce vers quoi nous devons tendre. Nous devons en faire notre but, si nous voulons vraiment nous en sortir des problèmes auxquels nous faisons face en tant qu'espèce. Il faut vraiment se remettre en question encore une fois. Ce que diverses traditions mystiques appellent le temple intérieur de l'homme. C'est-à-dire le cerveau, je ne le répéterai jamais assez, c'est vraiment le point essentiel. La cause première de tout ce que nous vivons. Et ce n'est pas une vision réductionniste. On ne le dira jamais assez. Son importance est inestimable. Le cerveau est au cœur de notre expérience. Pourtant, certains adoptent des comportements destructeurs qui détruisent leur cerveau par la drogue.
en faisant des choses irréparables. Comme rouler sans casque, ou les combats en cage, même la boxe. Peu de respect pour le corps, ce temple. Ces gens n'ont aucun respect pour ça. Gâcher un tel cadeau, peu importe la raison. Même pour de l'argent ou un salaire. Je ne peux pas comprendre ça. Le cerveau a trop de valeur pour moi. Je comprends ce dont le cerveau est capable. Je comprends ce que le cerveau produit, l'expérience qu'il crée, dans ce qu'on appelle le monde extérieur, et que nous vivons. Tout ça reflète ce qui se passe en nous. C'est vrai, je vais m'arrêter là pour le cerveau pour l'instant. Sauf si quelqu'un d'autre veut appeler pour en parler encore. Je redonne le numéro pour l'émission. Tout le monde peut appeler et échanger sur ces sujets. Le numéro pour appeler 347-849-47. On a reçu quelques appels ces dernières heures. Quelqu'un d'autre veut participer? 347-849-9417. On va essayer d'aller un peu plus loin sur nos sujets. Et d'analyser et décortiquer un peu plus. Ce soir, on parle du cerveau humain. Comment il peut être équilibré ou déséquilibré. Mais on a surtout parlé du déséquilibre et de la conscience qui en découle. On peut revenir sur les symboles dont j'ai déjà parlé, et je vais aussi commencer à expliquer ce que j'appelle le grand mensonge. J'en ai parlé la semaine dernière, et je vais aller encore plus loin dans ce concept aujourd'hui. Cette idéologie, c'est ce qu'on appelle le solipsisme. Je vais l'épeler à nouveau, pour ceux qui veulent en savoir plus, ou faire quelques recherches. Encore une fois, je ne peux pas assez insister sur à quel point cette idéologie est dangereuse. C'est l'idéologie qui entraîne toutes les autres dérives dangereuses et des idées destructrices dans le monde, qui répandent encore plus de souffrance. Un terme que pas grand monde ne connaît, peut-être. Mais en écoutant cette émission, vous entendrez parler du solipsisme, parce que selon moi, c'est le plus grand mensonge. Si vous croyez à ce mensonge, votre cheminement spirituel s'arrête net. C'est vraiment le cas, parce que la quête spirituelle, c'est chercher la vérité. C'est ça au fond. Et si vous croyez qu'il n'existe pas de vérité objective, c'est ce qu'affirme le solipsisme. C'est l'idée que la perception, c'est la réalité. Voilà le solipsisme. La perception dicte la réalité. Peu importe comment je vois les choses, c'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose que je trouve. C'est plutôt quelque chose que j'invente en fait, selon ce que je préfère, ce qui me met à l'aise et les infos que j'ai sur le moment. C'est ce qu'on appelle le solipsisme, que rien n'existe vraiment indépendamment de l'individu qui observe quoi que ce soit. Il n'y a pas de réalité extérieure, ni de vérité extérieure. La vérité, c'est ce que je choisis. C'est comme ça que je compte mener ma vie. Pour moi, c'est vouloir décider soi-même de ce qui est vrai.
devenir le seul juge de la vérité. C'est ça le solipsisme. Ils pensent qu'il n'existe pas de vérité objective. Que rien ne peut vraiment être connu, que tout dépend de la perception. C'est, selon moi, l'idéologie la plus dangereuse qui existe. En réalité, bien plus de gens y adhèrent qu'on ne pourrait l'imaginer. Cette idéologie existe vraiment. Cette idéologie est suivie par énormément de gens, par un nombre qui vous surprendrait, et même choqué si vous saviez combien y adhèrent vraiment. Vous voyez? Et si vous partagez cette idéologie, je l'ai déjà dit et je le répète, c'est même pas la peine d'écouter cette émission. Autant arrêter maintenant. Je ne pourrai rien vous apprendre tant que vous penserez comme ça. Si tu n'y crois pas que des événements réels se produisent, et qu'on peut les connaître, et que c'est ça, la vérité de ce qui se passe sur Terre, alors on ne peut plus rien pour toi. Il faut vraiment vouloir sortir de cet état d'esprit, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. À part que c'est absurde. Il faut rejeter tout ça complètement. La vérité, ça existe. La vérité, c'est ce qui est, si on veut entrer dans les détails scientifiques et techniques. Voici comment je définis la vérité. Ce sont les fonctions d'onde de la mécanique quantique. Ces vagues de possibilités, toutes les possibilités qui ont existé dans ce qu'on appelle le passé, qui se sont regroupées, condensées, puis sont passées à l'acte pour devenir des événements réels dans le moment présent. Voilà ce qu'est la vérité. C'est ce qui s'est déjà passé. C'est ce qui s'est vraiment réalisé dans le monde. Je crois que c'est comme ça que Alfred North Whitehead définissait ce qu'il appelait la vérité. C'est ce qui s'est vraiment produit dans le monde. C'est pas discutable. C'est un fait. C'est déjà arrivé. C'est arrivé. Oui, c'est arrivé, mais la découvrir, c'est encore autre chose. Mais elle existe bel et bien, et c'est la première et la seule. Ce que j'appelle le premier et unique acte de foi nécessaire. Pour entamer tout cheminement spirituel. Aucune autre croyance ou foi n'est nécessaire après ce premier acte de foi. Croire que la vérité existe. Car au début, on ne sait pas que la vérité existe. Il faut croire un minimum en l'existence de la vérité pour vouloir la chercher. On ne l'a pas tout de suite. Un chercheur de vérité ne détient pas la vérité, sinon il ne la chercherait pas. Cite. Voilà ce qu'on appelle le solipsisme. C'est croire qu'il n'existe pas de vérité et ne se lance jamais sur la voie spirituelle. Dans certains courants occultes sombres, cet état d'esprit, et je parle d'expérience, on lui donne plusieurs noms. Ceux qui manipulent l'opinion à grande échelle sur cette planète, dans ces milieux, ont un nom pour ceux qui ont avalé le plus grand des mensonges. Ils ont un nom pour ces gens-là. Ils leur donnent même plusieurs noms. Mais il y a surtout un nom qu'ils donnent à ceux qui adhèrent à cette vision.
Il les appelle les morts. Les morts. Imaginez, certains appellent des gens bien vivants. Parce qu'ils se trompent totalement. Sur la nature de la réalité dans laquelle ils vivent. Ils les appellent les morts. Et pour les solipsistes, ils ont un autre nom. Celui qui se croit détenteur de la vérité. La vérité n'existe pas vraiment. On l'invente nous-mêmes. La vérité, c'est juste une question de perception. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous qu'on doit découvrir. C'est nous qui l'inventons. Chacun décide de sa propre vérité. Ce n'est pas objectif, c'est subjectif. Je décide de ce qui est vrai, juste selon ce qui me plaît ou pas. Ce que j'en pense. C'est ça le solipsisme. Et un autre terme utilisé par les occultistes obscurs, des gens qui ont mis au point des technologies et des méthodes pour manipuler l'esprit de populations entières. On leur donne aussi un autre nom. Ceux qui adhèrent au solipsisme sont appelés les non-commencés. Les non-commencés ou les non-initiés. Autrement dit, ceux qui n'ont rien entamé. Car adhérer au solipsisme, c'est ne pas encore avoir commencé. Un cheminement spirituel vers la vérité. Et les occultistes obscurs veulent que les gens restent dans cet état d'esprit. C'est exactement ce qu'ils recherchent. Et ils en ont énormément. Je vais maintenant aborder les idéologies auxquelles mène le solipsisme. Les idéologies issues de l'acceptation du plus grand mensonge dans la vie et dans le monde. Voyez? S'il n'existe pas de vérité, la plupart des solipsistes croient qu'il n'y a pas de Dieu. L'athéisme va souvent de pair avec le solipsisme. Pour certains, l'athéisme serait à l'origine du solipsisme et de ses croyances, tandis que d'autres affirment qu'il en découle. L'idée qu'il n'existe pas de vérité. Il n'y a donc pas de Dieu, ou bien, à l'inverse, il n'y a pas de Dieu. Et donc il n'y a pas de vérité. Vous voyez? Le solipsisme, c'est l'idée qu'on décide soi-même, selon ses préférences, de ce qu'est la vérité. Cela conduit inévitablement au relativisme moral. Relativisme moral. Le solipsisme mène au relativisme moral. C'est l'idée que le bien et le mal objectif n'existent pas. Ça n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de vérité objective. C'est ce qu'affirme ce raisonnement, qu'il n'existe pas de morale objective. La morale objective n'existe. Après tout, c'est moi qui décide de la vérité, et aussi de ce qui est moral. Ce qu'il est ou pas, tout dépend de mes préférences personnelles. Si ça m'arrange, c'est bien. Si ça me dérange, c'est mal. Peu importe ce que ça fait aux autres. C'est moi qui invente les règles. De toute façon, la vérité n'existe pas. Et puis Dieu n'existe pas. Donc il n'y a pas de loi naturelle. Et pas de conséquences à nos actes. Non, voilà, c'est ça le relativisme moral. Il n'y a pas de morale objective. La morale est totalement subjective.
Elle dépend encore une fois de la perception de chacun. C'est du grand n'importe quoi. N'importe quoi. Bien sûr que le bien et le mal existent. C'est pour ça que tant de gens agissent de façon immorale dans le monde, en piétinant sans scrupule les droits fondamentaux des autres. Comme si peu importait ce qu'ils leur font, tant qu'ils touchent leur salaire, tant qu'ils peuvent rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Un supérieur ou un politicien, un banquier ou simplement celui qui les paie. Cette idéologie du solipsisme finit toujours par y adhérer et mène au relativisme moral. Et quand le relativisme moral s'installe, d'autres conséquences apparaissent. Et à partir de là, c'est le début de la dérive vers la tyrannie absolue. Car s'il n'y a plus de bien ou de mal, alors plus aucun acte envers autrui n'a d'importance. On voit alors apparaître des idéologies comme le darwinisme social. L'idée que l'évolution de l'espèce est déterminée par les plus adaptés socialement et survivent à tout ce qui se passe dans la société. Ainsi, les classes obscures se donnent le droit de dominer et de soumettre, et même d'éliminer ou d'anéantir les classes inférieures. Darwinisme. On en arrive aussi à l'eugénisme. L'eugénisme, c'est éliminer des gens selon leurs supposées valeurs de reproduction et leurs valeurs génétiques, comme cela s'est produit sous le régime nazi ou dans d'autres dictatures policières ailleurs dans le monde. Et inévitablement, cela mène au totalitarisme et à la tyrannie totale. On va revenir là-dessus. On va détailler toutes ces notions et les concepts à mesure que l'émission avance. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera matière à réfléchir. Je suis content qu'on ait eu des appels pendant l'émission. Venez nombreux aux événements à Philadelphie, dont j'ai parlé tout à l'heure. On se retrouve la semaine prochaine, ici sur What on Earth is Happening. Marc Passio à l'antenne. Retrouvez-moi sur whatonearthishappening.com. Vous êtes sur revolutionbroadcasting.com. Je vous dis à bientôt. On se retrouve ici la semaine prochaine.